Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Alors, chers amis, c'est un immense bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Idées mènent le monde. Nous sommes en campagne électorale au Québec. La question linguistique prend une place centrale dans cette campagne, mais est-ce que les partis abordent la question linguistique avec suffisamment de sérieux, à partir d'une lecture adéquate de la situation? Pour bien comprendre cette situation et tous les paramètres de la question linguistique telle qu'on la connaît, ce sera un immense plaisir de recevoir comme premier invité de cette saison un invité qui a déjà été invité aux Idées mènent le monde. C'est Frédéric Lacroix, chercheur indépendant en démographie. Donc c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple, nous sommes en campagne électorale. La question linguistique prend une place qu'elle n'avait pas prise depuis plusieurs années dans la politique québécoise et même au cœur de cette campagne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est adéquatement formulée, je dirais à la fois par les commentateurs, les analystes et les différents partis? Non, est-ce qu'elle est adéquatement formulée? Pas du tout. À l'exception notable du Parti québécois, là, il faut le souligner, le Parti québécois est le seul qui aborde la question de façon sérieuse. Et ce qui me frappe, c'est que tous les autres partis, et là il y en a plusieurs, sont frappés d'irréalisme, sont comme déconnectés de la réalité. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la question est là, elle est présente, elle est en toile de fond. Puis là, la question d'immigration est en train de surgir dans la campagne électorale. Puis on dirait que la plupart des partis ne savent pas comment la traiter, comment la prendre. Justement, parce qu'il y a eu une disjonction, on pourrait dire depuis le rapport Larose probablement, donc ça nous ramène au début des années 2000, entre d'un côté la question de l'immigration et de l'autre côté la question de la francisation. C'est-à-dire d'un côté on parlait de la question de la langue, mais l'effet de l'immigration massive, des seuils d'immigration qui ont beaucoup augmenté à partir de 2003 sous les années Charest, sur la langue, sur la situation du français, le lien était fait chez certains analystes, mais n'était pas au cœur de la vie politique. Est-ce que ce lien est en train de se faire? Et si ce lien existe, quel est-il? Oui, ben c'est bien de mentionner le rapport Larose parce que dans le rapport Larose, il y avait la question de l'immigration a été frappée d'un tabou à ce moment-là. Dans le rapport Larose, c'était écrit que il fallait éviter de discuter de la question des mots linguistiques, donc de l'effet de l'immigration sur la langue, parce que ça pourrait mener à des dérives sociales. Là, je pense que je cite verbatim le rapport Larose. Donc, ça a été vraiment enterré, mis sous le boisseau à ce moment-là. Puis, on n'en est jamais tout à fait sorti. Mais là, étant donné la situation grave du français au Québec et le recul qui est attesté, là, ça ressurgit et on essaie de censurer ça, mais la réalité a tendance à s'imposer. Alors, vous dites ça ressurgit notamment avec le recensement, les résultats du recensement qui ont été un choc pour plusieurs. Et il y avait plusieurs indicateurs dans le recensement, notamment la langue parlée à la maison, la langue maternelle, la langue parlée à la maison. Pour plusieurs analystes, c'est le critère d'analyse qui permet de savoir quelle est la santé linguistique du Québec. Pour d'autres, il faudrait peut-être le laisser de côté. Comment analysez-vous cette question et quel est votre avis à ce sujet? Ben, moi j'ai bien noté qu'on essaie de frapper la variable langue parlée le plus souvent à la maison, la langue d'usage de stérilité. On essaie de mettre ça de côté puis de dire que c'est pas important. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette variable-là du recensement, c'est une question directe du recensement. Ça a été imposé par la commission Laurendeau-Dunton dans les années 60, qui a jugé que c'était crucial de savoir quel était l'usage d'une langue. Donc, ils ont fait rajouter une question au recensement en 1971. Ça, c'est des travaux, là, c'est des centaines de personnes pendant 10 ans qui ont décidé ça. Puis là, ce qui se passe dans le débat public, c'est qu'il y a des gens qui écrivent, qui n'ont aucune connaissance véritable du domaine, puis qui nous disent non, c'est pas important ça, la langue parlée à la maison, faut pas s'en soucier. Donc, moi, je pense que
on dit ordinairement que la langue maternelle, ça nous renseigne sur le passé. Donc, on connaît l'évolution passée d'un groupe linguistique avec la langue maternelle. Pour la langue d'usage, la langue parlée le plus souvent à la maison, comme c'est celle qui est transmise aux enfants, ça nous renseigne sur l'avenir. Donc, c'est un indicateur très important. L'autre indicateur étant bien sûr les transferts linguistiques qui sont effectués vers le français. Donc, si on regarde la langue parlée à la maison puis les transferts linguistiques, on a une très, très bonne idée de ce qui s'en vient. Alors, il y a quelque chose qui me frappe dans ces débats. On touchera tantôt directement les questions d'immigration, les seuils, l'immigration temporaire. Mais pour l'instant, quelque chose me frappe et vous m'éclairerez. J'ai l'impression qu'il y a quelquefois une forme de disjonction, de séparation. D'un côté, on dit la langue parlée à la maison qui ne serait que privée, qui relèverait presque du folklore familial et personnel, et la langue publique commune qui serait, dit-on, le seul critère valable. Mais est-ce qu'on peut vraiment disjoindre ces deux critères? Je donne un exemple que j'aime donner. Imaginons que il y a plus que 25% de Québécois au Québec qui aient le français comme langue maternelle ou langue parlée à la maison. On aurait beau avoir le français comme langue publique commune, les assises démographiques et sociologiques du français langue commune ne seraient plus rassemblées. Est-ce une analyse valable ou est-ce que je me trompe en présentant les choses ainsi? Non, c'est une analyse valable. Il n'y a pas de disjonction dans mon esprit entre la langue parlée à la maison et la langue publique commune. On met beaucoup d'accent, on essaie de séparer ces deux concepts-là, puis de mettre de l'avant la langue d'usage public ou la langue publique commune de l'avant pour dire que finalement, pour faire de l'enfumage, pour nier le déclin du français. Moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Puis, ce qu'on sait, c'est que c'est un continuum, en fait. La langue parler à la maison, en fait, c'est l'assise culturelle, puis l'assise sociologique là de la vitalité d'une langue. Si cette langue, si elle est plus parlée à la maison, ben elle sera pas parlée en public. Puis on sait par de multiples études qu'il y a des corrélations très fortes. Donc il y a des liens très forts entre la langue que vous parlez à la maison et la langue que vous allez parler en public. Les francophones vont essentiellement parler français en public. Les anglophones vont parler anglais. Puis les allophones vont se séparer en deux groupes selon leur tropisme, là, selon qu'ils soient francotropes ou anglotropes. Puis les allophones francotropes ont vraiment tendance à parler français à la maison, pas exclusivement, mais c'est présent. Donc, dans le fond, la langue d'usage public, c'est un reflet de la langue parlée à la maison. Donc, moi, je crois qu'on peut laisser tomber de côté le concept de langue d'usage public, là. C'est un concept intéressant, mais c'est pas robuste, puis c'est un peu bancal. Puis si on veut savoir la langue qui est parlée en public, on a juste à poser la question sur la langue parlée à la maison, dans le fond. Alors, je pousserais ça plus loin. Je parlais de dissociation. Un des héritages probablement du trudeauisme, de Pierre Elliott Trudeau, c'est la dissociation entre la langue et la culture. Donc la langue qui devient strict moyen de communication, presque individuel, et la culture. Or, est-ce que dans le cas particulier du Québec, l'idée de traiter la langue simplement comme instrument de communication publique qui aurait rien à voir avec la culture et ses assises démographiques, est-ce que même ça n'engendre pas une conception assez limitée et pauvre de ce qu'est la langue française au Québec? Ben, tout à fait. C'est là qu'on voit le triomphe absolu du trudeauisme, incluant au Québec. On a aussi, nous aussi, dissocié la langue de la culture. C'est quelque chose qui est fait fréquemment, alors que la langue, c'est le vivier de la culture. On a tendance à l'oublier. C'est là qu'on voit l'impact qu'a eu, l'impact toxique, à mon avis, qu'a eu cette idée de Pierre Elliott Trudeau, qui est complètement farfelue, là, qui tient pas debout. Là. Dissocier la langue de la culture, ça n'a aucune vérité sociologique. Donc, il faut essayer de revenir en arrière et de refaire le lien entre les deux, le lien qui est là. Donc, c'est ça. Si le français n'est plus parlé à la maison, ben il y aura plus d'assises culturelles, puis il va disparaître, là, tout simplement. Alors, qui dit langue, en ce moment, dit débat sur l'immigration. Alors, on peut dire que le débat sur l'immigration se pose dans trois paramètres. Le premier, c'est la question des seuils, qui enfin vient d'apparaître. On sait que le Parti québécois propose 35 000, donc le Parti Québec solidaire de 60 à 80 000,
Le Parti libéral, 70 000. La Coalition Avenir Québec, 50 000. Bon, alors on voit le Parti conservateur, 50 000. Donc, la question des seuils. Ensuite, la question de l'immigration temporaire, sur laquelle il faut peut-être revenir parce qu'elle est d'une importance particulière et pas nécessairement bien comprise. Et à la troisième sont les moyens, le modèle d'intégration pour s'assurer que les nouveaux arrivants se francisent et s'intègrent culturellement au Québec. Alors, allons-y étape par étape. La question des seuils. Est-ce que pour vous, la question des seuils est importante? Et si oui, comment analyser les différentes propositions des partis politiques? Oui, la question des seuils est importante. Donc, la question de l'immigration fait irruption dans le débat public à travers cette notion de seuil. Puis, ce qui m'exaspère un peu dans le débat, c'est que on parle toujours, tout le débat tourne depuis des années, depuis des décennies, je dirais, autour de l'immigration permanente. Donc, on parle des immigrants permanents, puis c'est les seuils d'immigrants permanents. Mais ce qu'on voit, c'est que l'immigration permanente s'est rendue la composante de l'équation d'immigration qui est la moins importante. Donc, ce sont les immigrants temporaires maintenant qui ont le plus d'impact au Québec et à Montréal. C'est eux qui sont le plus nombreux. Le groupe le plus nombreux, ce sont les temporaires. Alors que dans la discussion publique, tout tourne autour des permanents qui sont vraiment minoritaires dans le flux total d'immigration. C'est ça qui est exaspérant. Ça, c'est ma première réponse. Mais deuxièmement, je suis content qu'on aborde la question des seuils. Donc, ça permet de refaire de cette question-là quelque chose de central. Puis ce que je note, c'est que maintenant, il y a un quasi-consensus pour dire que plus, c'est mieux. Ça fait longtemps que ça dure, mais là, on a défoncé les barrières psychologiques où les partis politiques s'alignent presque tous, sauf la CAQ et le PQ, sur les positions du Conseil du patronat, qui exige 80 000, etc., immigrants par année. Donc, puis, faut souligner encore que le Parti québécois a envoyé un signal comme quoi il était prêt à baisser les seuils. C'est ce qui est un signal salutaire à mon esprit. Donc, il casse un peu le moule. Mais ce qu'on a noté depuis 20 ans, c'est que il y a eu la prise du pouvoir du Parti libéral en 2003. Le Parti libéral a augmenté les seuils d'immigration. Ce qu'il faisait par là, c'est qu'il importait des électeurs parce qu'on sait que les non-francophones, historiquement, votaient pour le Parti libéral à hauteur de 80-85%. Donc, c'était une manœuvre tout à fait hypocrite pour consolider sa base électorale. Donc, le Parti libéral a fait ça. Et graduellement, les seuils ont augmenté jusqu'à 50 000 sous l'ère de Jean Charest et Philippe Couillard. Puis là, la CAQ s'est faite élire en 2018 en promettant deux choses, la laïcité et une réduction des seuils d'immigration. Donc, ils ont fait ça temporairement. Puis là, sont revenus au seuil de Charest et Couillard. Donc, la CAQ a adopté les seuils libéraux. Puis ces seuils-là ont mené au résultat du recensement de 2021 là, en partie, c'est-à-dire à vraiment ce qu'on assiste à un effondrement du français au Québec. Donc, puis dans le discours public, le seuil de 50 000 est normalisé comme étant un seuil modéré et acceptable, alors que on voit le résultat du recensement, ça nous conduit dans le mur, ce seuil-là. Puis, des partis comme Québec solidaire proposent entre 60 et 80 000, donc ça aligne parfaitement sur la position du Conseil du patronat. Moi, je trouve ça ahurissant. Le PLQ s'aligne sur la position du Conseil du patronat aussi, ça c'est moins surprenant. Puis, le Parti québécois a réalisé que des seuils de 50 000, c'est beaucoup trop. Donc, il refuse le consensus irréaliste, si on veut. Alors, c'est intéressant parce que vous nous dites la question symbolique. Hein? On pose la question du poids de l'immigration dans la société québécoise et dans l'anglicisation du Québec à travers la question des seuils. Donc ça, c'est l'enjeu symbolique et politique. Mais vous nous dites la véritable variable à laquelle on devrait s'intéresser aujourd'hui, ou à tout le moins une variable à laquelle on devrait accorder une importance particulière, c'est celle de l'immigration temporaire. Expliquez-nous pourquoi cette variable est plus importante, si je vous comprends bien, que celle des seuils. Des seuils d'immigration permanents, oui, d'immigrants permanents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada a changé la politique d'immigration autour de 2014.
Donc, le Canada est passé d'un système à une étape. À une étape, ça veut dire que les immigrants sont sélectionnés directement à l'étranger. On leur donne leur papier et ils viennent immigrer chez nous. Puis, ce mécanisme-là est celui qui a été mis en place dans les années 60-70, puis c'est le mécanisme que le Québec contrôlait à moitié. Donc, le Québec avait obtenu des pouvoirs de sélection d'immigration sur l'immigration permanente dans les années 70 avec plusieurs accords avec le fédéral. Mais là, en 2014, Ottawa a fait marche arrière, a remplacé le système à une étape par un système à deux étapes où là, les immigrants arrivent sous le statut de temporaire au pays. Puis ce statut de temporaire-là est converti très, très, très souvent, là, à hauteur de 50% ou plus, en un statut permanent. Donc, l'immigration temporaire, c'est un mauvais terme parce que c'est la première étape de l'immigration permanente maintenant. Et Ottawa a vraiment ouvert les vannes, là. Les volumes d'immigrants temporaires augmentent de façon exponentielle, là. Moi, à mon avis, il y a une perte de contrôle totale du Québec sur l'immigration temporaire. Là, on voit qu'en 2021, on est rendu à 177 000 temporaires au Québec. Alors que ce flux-là était presque négligeable il y a 20 ans. Là, 177 000, si on contraste ça avec les 50 000 permanents, on voit qu'on a 3 fois plus de volume en temporaire qu'en permanent. Donc, la question des temporaires, à mon avis, est celle auquel il faut s'attarder en premier, sans dire que les permanents, c'est pas important, là, mais il faut discuter de ça, parce que 177 000, c'est des flux massifs. Puis ces temporaires-là, il y en a, en 2021, il y en avait 90 000 étudiants internationaux, puis 86 000 travailleurs. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que les temporaires arrivent dans les cégeps et les universités, étudient chez nous et après obtiennent la citoyenneté canadienne. Puis ce qui est particulièrement insidieux au Québec, c'est que la majorité des étudiants internationaux étudient en anglais chez nous, dans les cégeps et universités de langue anglaise ou dans des programmes en anglais dans les universités de langue française. Donc ces gens-là, on les accueille chez nous, on les socialise en anglais. Le Canada leur remet des papiers de citoyenneté. Et ce sont eux qui, après ça, ils s'intègrent finalement au Québec anglais. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on voit une si forte avancée de l'anglais au Québec au recensement de 2021. C'est à cause de la question des temporaires qui se convertissent en permanent puis qu'on accueille en anglais chez nous, ce qui est quand même ahurissant, là. Donc, le gouvernement du Québec a complètement perdu le contrôle là-dessus et on voit que la CAQ ne s'exprime même pas sur l'immigration temporaire. Donc, c'est pas sur l'écran radar. On fait semblant qu'on a le contrôle en parlant des permanents, mais en fait, on est en train de complètement perdre le contrôle de l'immigration. Et toute la classe politique, sauf le PQ qui en a parlé, se comporte comme si on n'était pas l'orchestre sur le Titanic en train de jouer puis de faire semblant que tout va bien. Alors, je vous relance là-dessus parce que ça me semble important. Vous nous dites, la question, donc l'immigration temporaire, c'est une variable centrale mais absente du débat public. Alors, les Québécois ont quelquefois l'impression, dans l'esprit public, on se dit les Québécois maîtrisent leur immigration. Vous me direz si c'est vrai. Est-ce que les Québécois maîtrisent leur immigration quand on parle des seuils? Et pour ce qui est de la question des travailleurs temporaires, dans quelle mesure le gouvernement du Québec contrôle-t-il cette part de l'immigration? Est-ce que le Québec maîtrise les seuils? Absolument pas. Le Québec sélectionne de 10 à 15% des immigrants seulement. L'immigration économique, ça représente 10 à 15% seulement du flux total. Donc, quand on nous dit qu'on contrôle la moitié, c'est faux. Ça, c'est si on parle seulement des permanents. Si on parle du flux total d'immigration, on est à 10-15% de contrôle exercé par le Québec. Donc, c'est risible. Le Québec se donne l'illusion de maîtriser la question d'immigration, alors que c'est pas du tout ça la réalité. Quelle est la part de la maîtrise du Québec dans ces, appelons ça, vous avez parlé de 177 000 tantôt, quelle est la part de la maîtrise du Québec sur cette part de l'immigration qui est absente du débat public? Oui, c'est ça. Donc, la question des temporaires, les temporaires sont contrôlés presque totalement par le gouvernement fédéral. Puis on l'a vu avec le scandale du refus des étudiants africains dans les universités de langue française au Québec. Donc ça leur rebondit dans les médias plusieurs fois cette année, où on voit que les taux de refus des étudiants africains, s'ils choisissent d'étudier en français au Québec, sont ahurissants.
Puis s'ils choisissent d'étudier en anglais, à ce moment-là, sont acceptés sans problème. Donc, on voit que c'est le fédéral. Le fédéral exerce ce qu'il faut bien appeler une discrimination systématique, directe, contre les gens, les étudiants internationaux qui veulent étudier en français au Québec. Donc ça, c'est quand même incroyable, là. Donc ça exprime le fait que c'est Ottawa qui contrôle cette filière-là de façon presque totale. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans l'entente Canada-Québec signée entre Ottawa et Robert Bourassa en 1991, il y a une clause qui dit que pour les temporaires, le Québec doit donner son accord. Puis ce mécanisme-là existe, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, toute la filière est contrôlée par Ottawa, mais quelque part dans le processus, le Québec émet un petit papier qui s'appelle le certificat d'acceptation du Québec. Donc, l'étudiant international ou le travailleur doit obtenir ça pour finaliser sa paperasse avec Ottawa. Puis ce que je comprends, moi, c'est que à Québec, quelque part, il y a une imprimante qui imprime ça à volonté, sans aucune vérification. Moi, c'est comme ça que je me représente la chose. Il n'y a aucune vérification, aucune validation. C'est comme un papier qu'on obtient. C'est une pure formalité. Mais moi, je pense que le Québec pourrait exercer un contrôle sur l'immigration temporaire à travers ce mécanisme-là. Donc, il pourrait dire, par exemple, que le nombre total de temporaires va être limité. Donc, on va limiter ça, par exemple, à 50 000. Paf! On passerait de 177 000 à 50 000. On limite le nombre de certificats d'acceptation du Québec. Puis deuxièmement, on limite le nombre de certificats d'acceptation du Québec aux étudiants inscrits dans les cégeps et universités de langue anglaise ou dans des programmes en anglais. On coupe ça. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le Parti québécois a suggéré de limiter les étudiants internationaux selon la connaissance du français. Donc, ceux qui ne connaissent pas le français pourraient représenter seulement 20% du total. Donc ça, c'est une première position intéressante, mais moi, j'irais plus loin. Je dirais, si vous inscrivez dans des programmes en anglais, vous êtes limité à 10% du flux total. Donc ça aurait un impact structurant très, très important sur l'anglicisation de Montréal, par exemple. Alors, je vous écoute et j'ai quelquefois l'impression qu'on a un débat public un peu schizophrénique. C'est-à-dire, d'un côté, les Québécois, on regarde ça en ce moment, débattent comme s'ils maîtrisaient pleinement leur politique d'immigration, comme si finalement ce débat-là, de l'immigration à l'intégration, à la francisation, ça dépendait exclusivement du Québec, avec à la rigueur les réfugiés qui relèveraient d'Ottawa et ça ne nous concernerait pas et les regroupements familiales. Alors que, à vous entendre, finalement, la maîtrise qu'a le Québec sur son immigration est assez mineure. Donc, autrement dit, on débat ardemment d'une toute petite partie de la réalité en oubliant que l'essentiel nous échappe. Est-ce que je décris à peu près correctement les choses? Oui, tout à fait. Le Québec se donne l'illusion de contrôler son immigration, mais depuis 20 ans, notre maîtrise de ce secteur-là s'est effilochée grandement. Ce qui veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire des choses. Donc, je mentionnais la question des temporaires, le certificat d'acceptation. On pourrait pousser là-dessus, puis essayer de reprendre le contrôle de certains pans de ce domaine-là. Mais plusieurs personnes l'ont noté, les Québécois, en réalité, ont échoué leur indépendance 2 fois, mais se comportent comme s'ils étaient indépendants. Donc, psychologiquement, mentalement, les Québécois, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont indépendants puis que le Canada n'existe plus. Puis ça, c'est vraiment une particularité toxique de la psychologie québécoise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la réalité du rapport de pouvoir, du rapport de force qui existe entre le Canada et le Québec. On fait comme si on était un pays puis on disposait de tous les pouvoirs puis on veut pas voir la réalité. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, tout le débat est un peu frappé d'irréalisme. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la nouvelle série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance.
disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Je vous amène un instant sur la question de l'intégration avant d'en arriver ensuite sur appelons ça les moyens pour être capable de réformer dans l'état actuel des choses les politiques d'immigration. Souvent on dit, quand on pense à l'effet de l'immigration, il y a deux facteurs. On dit d'un côté la question de la francisation et de l'autre, il y a la question de la pénurie de main-d'œuvre. Dans quelle mesure est-ce qu'elle vient répondre ou non à la pénurie de main-d'œuvre? Vous nous répondrez peut-être. Mais il y a deux autres aspects, ou en fait un aspect principal qu'on pourrait subdiviser. On parle par exemple beaucoup ces temps-ci de la crise du logement. On parle aussi du fait que les écoles débordent à Montréal et ainsi de suite, puis on n'est pas capable de répondre aux besoins du système scolaire québécois, montréalais. Est-ce que c'est pas en lien, au moins partiellement, avec avec justement cette immigration massive qu'on a reçue? Est-ce qu'elle n'a pas un effet sur l'organisation sociale de la métropole d'une manière ou de l'autre? Ben tout à fait. On sait que la crise du logement, puis ça, il y a une banque canadienne, j'oublie le nom, qui l'a écrit textuellement dans un rapport que la crise du logement, il y a un lien direct avec les volumes d'immigration. Donc c'est quelque chose qui est bien établi. La surpopulation des écoles montréalaises aussi, c'est bien établi. Donc on voyait les chiffres des jeunes élèves inscrits en classe de francisation, par exemple, dont les parents sont passés par leur chemin Roxham. Si je me trompe pas, il y a eu un facteur 10 cette année. Donc on est vraiment face à une perte de maîtrise là des flux migratoires sur le territoire du Québec. Puis ça va continuer avec ce que nous annonce Ottawa. Donc, ils vont augmenter les volumes encore plus. Donc, on vise 451 000 immigrants en 2024. La crise du logement va s'amplifier. Donc, c'est ça. Puis là, ce que veulent faire les partis politiques, c'est augmenter encore plus. Donc, moi, j'aime bien la position de Québec solidaire, là, je dis ça avec ironie, qui d'un côté dénonce la crise du logement et la pénurie de logement, et de l'autre promet de 80 000 immigrants par année, entre 60 et 80 000, comme si ça n'allait pas exacerber la crise du logement. Donc, il y a une déconnexion entre... le débat public est frappé d'irréalisme sur cette question. Il n'y a pas de moyen de le dire autrement. Alors, on va toucher très bientôt la question des réformes à apporter, mais on ne peut pas parler de ces questions d'immigration, de francisation, sans parler de la place du Québec dans le Canada. Il y a une forme de ce que j'appellerais un pacte faustien, mais vous me direz si j'exagère dans les termes, où en ce moment on nous dit, pour que le Québec conserve sa place dans le Canada, il doit augmenter sans cesse les seuils d'immigration. Il doit les augmenter. Mais lorsqu'il fait ça, il consent finalement à perdre son identité francophone parce que l'immigration massive anglicise. Ou alors, il doit limiter l'immigration massive, donc limiter autant que possible l'immigration, pour conserver son caractère francophone, mais alors il est condamné à la marginalisation politique dans le Canada. Est-ce qu'on peut dire que dans la mesure où on reste dans les paramètres canadiens, ce sont les deux avenues qui se dessinent pour le Québec? Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Le Québec, dans le Canada, le Québec est condamné à se faire minoriser au sein de la fédération, d'un côté, puis de l'autre est condamné à se faire minoriser chez lui. Les francophones au Québec sont en train, c'est pas quelque chose de lointain ou qui va arriver dans l'avenir, c'est en train de se produire aujourd'hui, sont en train de se faire minoriser, donc au Québec même. Donc, il y a les deux processus qui se font simultanément maintenant. Donc, une minorisation à l'échelle du Canada. Celle-là, ça fait des décennies que ça dure. Mais ce qui est nouveau dans le recensement dans les 2-3 derniers recensements, mais c'est plus frappant en 2021, c'est que on voit que la minorisation des francophones au Québec est un processus qui est solidement enclenché. Donc, on subit à la fois les deux. Donc, il y a des gens qui nous disaient, bon, OK, c'est pas trop grave, on reste dans le Canada, mais le Québec va rester français. Ben, c'est plus vrai. Le Québec va s'effacer à l'échelle canadienne, puis le Québec français va s'effacer au Québec. Donc, le Canada nous condamne à l'assimilation. Puis, j'ai écrit dans un texte que si le gouvernement fédéral voulait éradiquer le fait français au Québec, il se comporterait exactement de la façon dont il se comporte actuellement. C'est-à-dire que on augmente les seuils d'immigration,
On refuse d'appliquer des principes de territorialité dans la loi sur les langues officielles. On refuse les étudiants francophones, etc. Donc, si on observe sans faire appel à une quelconque théorie du complot, si on observe les actions, les gestes du gouvernement fédéral, on est forcé de conclure qu'il y a une volonté de liquider le français au pays. Si on écoute les paroles, c'est pas ça qui ressort, mais il y a une incohérence, il y a une discordance flagrante entre les belles paroles qui viennent du fédéral et les gestes. Puis à mon avis, il faut porter attention aux gestes, il faut cesser d'écouter les paroles. Puis ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec, où par exemple François Legault se dit inquiet pour l'avenir du français au Québec, mais ne fait même de louisianisation. Oui, il parle de louisianisation. Mais donc, il y a des belles paroles, mais dans les gestes, il ne fait rien. Donc, la loi 96, pour moi, ce n'est presque rien. Donc, c'est pas quelque chose qui va affecter les résultats du recensement 2026, qui vont être encore plus désastreux que celui de 2021. Donc, autant à Québec qu'à Ottawa, je pense que ce que les Québécois doivent faire, c'est cesser d'écouter les paroles et de suivre les gestes. Alors, on se rapproche de la fin de notre entretien, mais il serait bien incomplet si on ne posait pas la question c'est la fameuse question, que faire? Que faire? Alors, quand on regarde la situation présente, vous l'avez dit, le Québec a des moyens limités en tant qu'État provincial. Le Québec est dans le Canada et le Canada connaît une forme d'hubris démographique avec Justin Trudeau. On rêve d'avoir 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle. Donc, dans ce contexte, certains vous diraient probablement, il est probablement trop tard, ou il est presque trop tard. On entend ça quelquefois, ce sentiment que de toute façon, c'est perdu. Mais si on fait de l'espérance un devoir politique, puis on se dit tout n'est pas perdu d'une manière ou de l'autre, quelles sont les actions qui, je dirais, au-delà des réformettes, quelles sont les actions qui, dans un prochain mandat, donc les 4 prochaines années, quel que soit le gouvernement, dans un prochain mandat, les actions qui permettraient non seulement de ralentir la tendance, mais d'engager le renversement de cette tendance à l'anglicisation? Oui, donc le fatalisme est une espèce de poison de la psyché québécoise. Donc c'est présent tout au long de notre histoire, le sentiment que c'est fini, etc. Donc c'est frappant, puis c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc si on pense ça, c'est ça qui se passe. C'est ça la réalité. Puis ce qui est frappant aussi, c'est que même avec un statut provincial, le Québec pourrait faire beaucoup de choses qu'il ne choisit de ne pas faire. Donc, le Québec est un peu assis sur son statut provincial en disant non, on peut rien faire, il faut attendre le grand soir de l'indépendance. Puis moi, je suis pas de cette école-là, je suis pas de l'école du grand soir. Je pense que il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire pour au moins se donner de l'oxygène. Bon, est-ce que ça nous permettrait de continuer à respirer sur le long terme? Je pense pas. Mais on pourrait au moins se donner un peu d'oxygène. Donc, je mentionne par exemple la question des temporaires. On pourrait se servir du certificat d'acceptation du Québec pour tenter de reprendre le contrôle là-dessus. On pourrait, ce qui est très important à mes yeux aussi, on parle quelquefois de la capacité d'intégration là. Donc c'est quelque chose qui rebondit dans le débat public ces temps-ci. Puis cette capacité d'intégration là, en fait, on peut très bien la moduler nous-mêmes. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on l'a beaucoup diminué en surfinançant les cégeps, hôpitaux et universités anglophones au Québec. Donc, on a nous-mêmes handicapé grandement notre capacité d'intégration en surdimensionnant les institutions de langue anglaise, ce qui fait que les immigrants allophones sont canalisés vers ces institutions-là et s'anglicisent. Donc, si on veut, par exemple, augmenter notre capacité d'intégration, ce qu'il faut faire, c'est mettre fin au bilinguisme de l'État québécois, au moins pour les allophones, ce que la loi 96 ne fait pas parce qu'il y a des clauses grand-père. Ce qu'il faut, c'est appliquer la loi 101 au cégep. Moi, j'appliquerai aussi la loi 101 dans les universités. Moi, je redimensionnerai les hôpitaux anglophones pour que ces hôpitaux-là soient au service de la communauté de langue anglaise, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ça, c'est un exemple. Ça augmenterait grandement notre capacité d'intégration. Donc, on cesserait peut-être d'avoir ces débats surréalistes sur la question de la capacité d'intégration puis du seuil qui va avec. On pourrait s'organiser pour la rehausser.
Donc, il y a un ensemble d'actions comme ça qu'on pourrait prendre, mais qu'on ne fait pas. Alors, un indépendantiste vous dirait tout ça est fort nécessaire et puis on peut, dans les circonstances présentes, probablement modifier la situation, améliorer la situation, mais est-ce qu'en dernière instance, sachant que le Canada est parti sur, comme je dis, son hubris démographique, 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle, est-ce que d'une manière ou de l'autre, tout ça, ce ne sont pas que des mesures qui retardent l'échéance et de ce point de vue, le changement de statut politique pour le Québec, donc l'indépendance du Québec, ne serait pas en dernière instance le seul cadre politique pour faire en sorte que le français ne se batte pas simplement pour survivre ou maintenir sa place ou compter le nombre de mots utilisés par les ministres francophones fédéraux dans leurs discours, comme on l'a vu avec François-Philippe Champagne notamment. Est-ce qu'en dernière instance, toutes ces politiques peuvent être pensées, peuvent se déployer pleinement sans le cadre de l'indépendance politique? Ben, tout à fait. Moi, je suis partisan de l'indépendance. Je pense que c'est la seule mesure qui va assurer la survie du Québec français, avec une nuance cependant, c'est que si on fait l'indépendance puis on garde la configuration institutionnelle actuelle, où on surpondère les institutions de langue anglaise, je pense qu'on va quand même assister à un déclin du français, même dans un Québec indépendant. Donc, oui, l'indépendance, mais oui, reconfiguration de notre dispositif institutionnel. C'est important, mais je sais plus qui disait que l'essence de la vie, c'est de retarder l'inévitable. Puis je pense qu'on en est là. Là, on est face à une urgence absolue. Ce qui se passe là, c'est qu'on est rentré dans le drame de l'assimilation au Québec même, ce qui n'était jamais arrivé. Donc là, il faut agir. On peut plus s'en remettre simplement à l'espoir du grand soir. Je pense qu'il faut travailler à l'indépendance, mais travailler à redresser la situation pour nous donner du temps. Je pense que là, c'est rendu urgent de faire ça aussi, de se donner du temps. Donc, moi, je ferais les deux. Je vois pas pourquoi on devrait faire l'un ou l'autre. Frédéric Lacroix, sur cet appel à l'urgence linguistique, pour reprendre la formule des derniers temps, je vous remercie infiniment pour ce passage et ce retour aux Idées mènent le monde pour cette nouvelle saison des Idées mènent le monde. Merci encore. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.